Bonjour, mon nom est Jean-Jacques Nantel. Depuis sa création il y a 3000 ans, le peuple juif a presque toujours été un peuple nomade qui vivait au milieu de peuples sédentaires. C'est cette dispersion qui en a fait un peuple presque indestructible, qui a survécu à toutes sortes de déportations, massacres, pogroms ou tentatives de génocide commis par des peuples aussi différents que dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Romains, au Moyen Âge par les peuples du Moyen-Orient ou d'Europe, au 20e siècle par les Russes et les nazis, et au 21e siècle par les musulmans d'un peu partout sur la planète. C'est quand les Israéliens, les Juifs étaient concentrés et sédentaires qu'ils étaient les plus en danger. On l'a bien vu après la déportation décidée par les Assyriens, qui ont déporté 10 des 12 tribus d'Israël, qui ont carrément disparu. On ne sait pas ce qui est arrivé avec eux. Il n'est resté à peu près que deux tribus d'Israël, c'est-à-dire la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et quelques membres de la tribu de Lévi, les fameux légistes. La deuxième grande caractéristique historique du peuple juif, c'est qu'ils ont toujours voulu se rendre en Israël, un territoire qui, selon Abraham, aurait été promis aux Juifs par le Créateur de millions de milliards de galaxies. C'est ce phénomène de cette obsession pour retourner en Israël qui fait qu'au cours de l'histoire, il y a eu au moins 3 tentatives des Juifs pour voler le territoire des Palestiniens. C'est arrivé il y a 3000 ans avec Josué, c'est dans la Bible. C'est arrivé après le retour de l'exil de Babylone. Et c'est arrivé en 1947-48, quand les Anglais se sont sauvés et quand les Palestiniens qui vivaient dans ce qui est devenu Israël ont quitté leur terre pour que les armées arabes puissent expulser les Juifs de la future Israël. Or, ce sont les Juifs qui ont gagné, ce qui fait que la plupart des Palestiniens ne sont jamais retournés sur leur terre israélienne. Dans le domaine culturel, la dispersion des Juifs a eu d'énormes conséquences favorables pour eux, parce que ça leur a permis d'aller chercher les meilleures idées d'un peu partout, de toutes les cultures du monde, de les rassembler, d'en faire des synthèses et de rajouter leur propre créativité. Cette créativité est également due à une deuxième caractéristique culturelle des Juifs, c'est le fait que, chose rare, ils discutent entre eux de la vérité de leur religion. Quelle est ton opinion? Quelle est la mienne? Quelle est la vérité? Ils cherchent la vérité en discutant de la religion, ce qui est très rare. Ce qui fait que quand la science est apparue, les Juifs y sont tout de suite intéressés parce que c'était le même processus intellectuel. La science pose des hypothèses, le pour, le contre, on fait des expériences, on découvre la vérité comme ça, d'une façon rigoureuse. Et les Juifs étaient tout à fait confortables avec cette idée. Alors, pour vous donner une idée de la productivité culturelle des Juifs, pour une population totale de 15 millions d'habitants sur la planète, ils ont gagné 22% des prix Nobel. Ça donne une idée de leur productivité culturelle. L'Israël moderne est un pays de haute technologie. Alors que du côté des Arabes, ça m'a été souvent dit par des Arabes, pour eux, la science, c'est pas vrai. La science, c'est une recette de cuisine. Vous mettez un peu d'uranium, vous mettez du métal autour, des explosifs, et boum, ça fait une bombe atomique. Ils ne croient pas que la science soit vraie. Ils croient que la vérité, c'est dans le Coran. Alors, quand la science prouve que le Coran est faux, c'est le Coran qui a raison et c'est la science qui a tort. Ce qui nuit beaucoup, bien sûr, à leurs progrès technologiques. Ils sont toujours en retard et toujours en train de copier. C'est un énorme problème pour eux. Troisième caractéristique culturelle extrêmement importante chez les Israéliens et les Juifs modernes, c'est le souvenir de l'Holocauste nazi. C'est parce que les Juifs obéissaient à leurs agresseurs, les nazis leur disaient « vous ne pouvez pas être médecin, vous ne devenez pas médecin, vous devez aller vivre dans tel quartier ». Ils allaient vivre dans ce quartier, vous embarquez dans les trains, ils embarquaient dans les trains, vous rentrez dans la chambre à gaz, ils rentraient dans les chambres à gaz. Et ça leur a coûté 6 millions de morts. C'est une obsession désormais chez les Juifs. Plus jamais cela ne se produira. Si quelqu'un vient pour les tuer, ils vont se venger. En passant, le service secret israélien, le Mossad, a comme devise « Si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le ». On ne parle pas de jugement avec un avocat, l'avocat de la... Non, non.
quelqu'un vient pour te tuer, tue-le. Ça donne une idée de la mentalité, de l'obsession de l'Holocauste nazi pour les Juifs. Ils disent plus jamais. Alors quand ils voient dans les rues occidentales une manifestation où les gens disent « Libérons la Palestine de la rivière jusqu'à la mer », ça veut dire du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Ça veut dire tout Israël. On parle ici c'est même pas camouflé, c'est une promesse de génocide et de massacre. Alors les Juifs en sont tout à fait conscients. Et ce qui est très surprenant quand on voit ces manifestations-là, c'est que derrière la banderole où c'est marqué on va faire un nettoyage ethnique du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, vous avez juste à côté une pancarte qui dit arrêtons le nettoyage ethnique. Alors que c'est ce que les Arabes veulent faire avec les Juifs d'Israël. Alors il n'est absolument pas question que les Israéliens acceptent des conditions semblables. Maintenant, si on parle du territoire israélien, depuis le début du 20e siècle, les Juifs, il y a toujours eu des Juifs en Israël, mais c'était des petites quantités. De plus en plus de Juifs sont revenus en Israël et se sont enracinés de façon très, très active, selon la doctrine du sionisme. Ils ont même ressuscité l'hébreu, qui était une langue morte. Ça, c'est unique dans l'histoire. Une langue morte, ça ne se ressuscite pas. On n'a jamais vu ça, sauf pour l'hébreu. Et ils ont réussi ça, les Juifs, ce tour de force, parce qu'ils avaient des kibbutz, et tous les immigrants qui venaient d'une foule de pays, qui parlaient toutes sortes de langues différentes, ils prenaient ces immigrants-là dans les kibbutz et ils leur apprenaient l'hébreu, et ils vivaient entre eux en hébreu. Ce qui fait que de nos jours, l'hébreu est devenu une langue tout à fait vivante et qui ne semble pas destinée à disparaître de sitôt. Le territoire en 2023, le territoire que contrôle Israël, c'est tout Israël historique, plus le Golan qui appartenait autrefois à la Syrie, plus la Cisjordanie qui appartenait à la Jordanie, Gaza qui appartenait à l'Égypte, et bien sûr Jérusalem. En Israël, tout est organisé pour la survie. Les maisons, les kibbutz, les villages, les villes, tout est organisé en fonction de la survie. Il y a des murs un peu partout en Israël. Il y a un mur autour de Gaza, il y a un mur autour de la Cisjordanie, un mur face au Liban, et un mur à la limite du plateau du Golan, une barrière à la limite du plateau du Golan. Presque partout, il y a des murs. Et ça, c'est important de savoir. Un mur, ça ne sert pas à empêcher une armée de passer. Une armée peut toujours passer en concentrant ses forces sur un point de la barricade et ils vont facilement passer. On l'a vu le 7 octobre dernier, c'est ce que les Palestiniens ont fait. Ils ont défoncé le mur à un point puis ils sont entrés avec des motocyclettes. Bon. Dans un pays comme la Chine, par exemple, s'ils ont bâti la muraille de Chine, c'est parce que c'était efficace pour empêcher de passer les individus, empêcher les infiltrations. Ça n'empêche jamais une armée de passer. D'ailleurs, l'armée peut le contourner. On l'a vu avec la ligne Maginot en France. Le fait d'empêcher les infiltrations de 10, 20 000 personnes par année dans une civilisation, ça empêche qu'à un moment donné, les immigrants deviennent suffisamment nombreux pour changer la nature de cette civilisation. C'est pour ça que les Chinois ont dépensé autant d'argent pour construire la Grande Muraille de Chine. En Israël, il y a également des kibbutz partout. Kibbutz, ce sont des petits villages agricoles ou industriels qui sont éparpillés sur le territoire, partout où il y a de l'eau. Et c'est vrai également en Cisjordanie, les implantations illégales en Cisjordanie. Et dans ces implantations-là, les villes juives sont installées sur les collines, et c'est là où il y a de l'eau. Ce qui permet à Israël de capter une grande partie de l'eau d'une région qui est essentiellement semi-désertique. Alors, en Israël, il y a également des abris anti-atomiques partout, pour la totalité de la population. Il y en a dans les maisons, dans les blocs appartements, dans les usines, il y en a dans les kibbutz, bien sûr, il y en a même dans les rues. Ce qui permet que si jamais il y a une attaque normale, conventionnelle ou une attaque nucléaire, le gouvernement prend le contrôle des ondes, radio, télévision, Internet, et dit ceci est une véritable attaque, tout le monde aux abris ou à vos postes militaires. Et c'est comme ça que les Israéliens se préparent sont prêts à protéger leur population. Pour protéger le gouvernement,
israélien s'est installé à Jérusalem, qui est une ville sainte musulmane qui ne sera donc pas attaquée par des bombes atomiques, par respect. Et ils ont également installé l'université, la principale université d'Israël est à Jérusalem, de même que beaucoup de centres de recherche. Autrement dit, une grande partie des élites d'Israël sont installées à Jérusalem, toujours dans un but de protection. Un détail intéressant, il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des principes directeurs, mais il n'y a pas de constitution, ce qui permet au gouvernement, quand il y a une crise, de gérer la crise sans avoir à se préoccuper de ce que les juges vont dire, parce qu'il n'y a pas de constitution. Alors ça, c'est très important. Un autre élément important, c'est que le peuple en Israël, il est armé, possède des armes, ce qui fait que si jamais il y a une attaque terroriste, ceux qui ne sont pas armés se sauvent pour aller se cacher, et ceux qui ont des armes affluent vers le point d'attaque. Ils se retrouvent vite 50 ou 100 avec des armes pour attaquer, tuer les assaillants. Ça, c'est une conséquence extrêmement importante au niveau du gouvernement, c'est qu'un peuple armé est démocratique, parce que chacun a des armes pour défendre ses droits. Alors, Israël est démocratique et va le rester à cause de ça. Maintenant, si on parlait du peuplement, il y a quelque chose d'extrêmement important, intéressant et peu connu. C'est que dans le monde actuel, il y a 15 millions de Juifs et à peu près un nombre égal de Palestiniens. 15 millions contre 15 millions à l'échelle de la planète. Et à l'échelle d'Israël, avec les territoires occupés, il y a 7 millions de chaque côté. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de Palestiniens qui sont israéliens avec le passeport et tout, qui habitent en Israël. Il y a 2,3 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza et il y a 2,8 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Or, cette égalité numérique, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau des territoires contrôlés par Israël, se produit à l'époque où la guerre de Gaza se produit et qui devrait aboutir à l'expulsion d'une grande partie des Gazaouis qui va redonner une majorité numérique aux Israéliens. Notons une chose par rapport à ça, c'est que les Juifs israéliens ont une natalité beaucoup plus forte que le reste de l'Occident, alors que les Palestiniens contrôlés par Israël ont une natalité beaucoup plus forte que les autres pays arabes. Et il y a une guerre des ventes là, qui se produit entre les Palestiniens et les Israéliens, et dans le but de déterminer qui va finir par être le plus nombreux. Il y a également une guerre des ventres à l'intérieur d'Israël entre les Ashkénazes, qui sont des immigrants qui sont venus d'Europe, et les Séfarades qui sont venus des pays musulmans. Or, les Séfarades ont un taux de natalité plus important que ceux qui sont venus des pays européens. Et ils sont opposés, sont presque toujours opposés à tous les projets d'entente avec les pays musulmans qui vivent alentour d'Israël, ce qui montre à l'évidence qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié leur long séjour parmi les peuples musulmans. Du côté des pays musulmans en général, certains indices montrent que ces pays-là sont en train de subir des modifications culturelles extrêmement importantes. Par exemple, quand on s'occupe de la fertilité dans ces pays-là, on se rend compte qu'elle a beaucoup baissé par rapport aux anciennes générations et qu'elle continue de baisser. Dans ce domaine-là, les pays musulmans sont en train de rattraper la Chine et l'Occident. Les deux principales raisons d'une telle métamorphose sont d'abord, comme l'indique la sociologie, que si vous voulez modifier de fond en comble un pays, il y a un seul critère sur lequel il faut travailler, il faut éduquer les femmes. Parce que les femmes sont celles qui éduquent les générations suivantes et qui décident de la taille des familles. Les hommes ne peuvent pas faire grand-chose dans ce domaine-là. Or, c'est précisément ce qu'ont fait les pays musulmans. Ils ont éduqué les dernières générations de musulmanes, d'où les modifications qu'on voit. La deuxième grande cause de ce phénomène, c'est l'immense richesse gratuite, facile, produite par l'exploitation du pétrole dans une foule de pays musulmans. Un pays comme Dubaï, par exemple, est dans une fête permanente. Or, quand vous avez beaucoup de richesses facilement créées, ça crée toujours ce que les historiens appellent de la décadence, c'est-à-dire que les gens veulent profiter de la belle vie, ils deviennent paresseux, ils deviennent gras, etc. À Dubaï, les nationaux ne travaillent presque pas, le travail est fait par des travailleurs étrangers. Ils gaspillent tellement de ressources à Dubaï qu'ils ont créé un dôme dans lequel ils ont créé un hiver permanent
ou dans un pays où la température atteint souvent 45 degrés Celsius en plus. Maintenant, si on s'occupe des différents appuis internationaux dont peuvent bénéficier Israël et les Palestiniens ou les musulmans en général, eh bien évidemment, les musulmans s'appuient entre eux, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel, mais c'est à peu près là que ça se termine, parce que partout autour de l'islam, vous avez des conflits qui fait que les autres générations de la planète font un mouvement convergent vers l'islam qui occupe le centre de l'île mondiale. L'île mondiale qui est formée de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Le mouvement est tout à fait évident quand on regarde de haut. Quant à Israël, c'est certainement un pays relativement isolé, mais elle a beaucoup d'alliés naturels. Par exemple, toute l'Europe chrétienne, qui est habituée aux Juifs, qui les déteste beaucoup moins depuis les nazis. Alors, vous avez toute l'Europe chrétienne, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique chrétienne, l'Océanie. Alors, tout ça, c'est des alliés naturels. On peut même ajouter l'Inde qui se bat contre les musulmans depuis bien avant Mahomet. Alors, il y a beaucoup d'alliés potentiels pour Israël, du moins quand la situation est normale. Il y a un pays, chose importante, le tiers de la population du Liban qui est collé sur Israël est chrétienne. Et ils se sont beaucoup battus contre les musulmans eux aussi. Aux États-Unis, vous avez de 6 à 7 millions de Juifs qui habitent, et compte tenu de leur créativité culturelle, ils jouent un rôle énorme autant au niveau de l'administration, du gouvernement, des métiers, des professions libérales, des artistes à Hollywood, etc. Ils sont très importants, ils jouent un rôle énorme. Et par-dessus ces millions de Juifs-là, vous avez les 60 millions d'évangélistes aux États-Unis qui appuient Israël sans trop regarder. Pas tellement parce qu'ils veulent aider les Juifs, mais parce que dans leur mentalité religieuse, le Christ va finir par revenir en Israël à la fin des temps. Alors, ils travaillent pour ça. Et ils sont un appui inconditionnel à Israël. Le résultat de tout ça, c'est que les Américains ont beaucoup plus aidé Israël que n'importe quel autre pays du monde. Par exemple, si on tient compte de l'inflation, les Américains ont donné à Israël entre 1946 et 2022 317 milliards de dollars contre, pour le deuxième pays récipiendaire, 184 milliards de dollars pour le Vietnam Sud, à l'époque de la guerre du Vietnam. Alors, l'appui américain est extrêmement massif en faveur d'Israël et presque inconditionnel. Quand la guerre contre le Hamas a commencé, les Américains ont presque immédiatement transféré tout leur désir d'aide vers Israël. Ça a été très clair. Maintenant, il est important de considérer le phénomène des 30 dernières années qui a consisté à détruire toute la région qui entoure Israël. Le lobby juif a certainement aidé les vendeurs d'armes pour convaincre le gouvernement américain d'éloigner les puissances, les grandes puissances militaires de l'islam qui sont près d'Israël, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran et l'Égypte, les éloigner des frontières d'Israël en détruisant les pays qui sont autour d'Israël. Par exemple, l'Irak a été détruit, complètement détruite, la Syrie a été complètement détruite, la Libye a été détruite, le Liban se débat dans une crise économique qui n'a pas l'air de vouloir se terminer, la Jordanie est un petit pays qui ne peut pas se défendre. Alors Israël se retrouve très loin de ces puissances-là, et pour s'assurer que ça reste comme ça, Israël régulièrement bombarde les aéroports de la Syrie pour éviter que l'Iran, notamment, n'approche de l'armement de ses frontières. Enfin, il faut parler du cas de l'Égypte. L'Égypte, comme on le voit, c'est relativement éloigné d'Israël parce qu'il y a un désert vide qui sépare la partie peuplée de l'Égypte de la partie peuplée d'Israël. De plus, dans les années 1960, le président égyptien Nasser a fait construire l'immense barrage d'Aswan en Haute-Égypte, derrière lequel il y a des milliards de litres d'eau. Or, si l'Égypte se lançait dans une guerre tout azimut contre Israël,
les Israéliens pourraient lancer une bombe, pas une bombe atomique, une bombe normale, une grosse bombe, dans l'eau, juste à la base du barrage d'Aswan. En explosant, la bombe ferait sauter le barrage et un tsunami parcourrait la vallée du Nil en tuant des dizaines de millions de personnes qui vivent dans la vallée du Nil, c'est-à-dire dans le fond du trou. Comme chacun sait, un tsunami, ça transporte du bois, des maisons, des voitures, n'importe quoi, ce qui rend ensuite impossible l'aide humanitaire aux dizaines de millions de survivants. Ça, ce phénomène-là fait que l'Égypte est de loin le pays le plus fragile de toute la région. Ce qui nous ramène au conflit opposant Israël et au Hamas dans la bande de Gaza. C'est exactement 50 ans après la guerre du Yom Kippour en Israël que les dirigeants du Hamas ont décidé d'attaquer les Israéliens vivant dans le désert du Negev le 7 octobre 2023, ce qui a donné aux dirigeants d'Israël l'opportunité de contre-attaquer dans la bande de Gaza pour tenter d'en extraire les populations. Ce qui est intéressant, c'est que tous les pays arabes consultés ont dit qu'ils ne voulaient pas recevoir de réfugiés palestiniens de Gaza parce qu'ils sont radicalisés et qu'ils ont peur de perturber l'équilibre interne de leur pays. Dans le conflit présentement entre le Hamas et Israël, la logistique favorise énormément Israël. D'abord parce que, comme on l'a dit plus loin, l'Égypte habitée est loin de Gaza et d'Israël. Ce qui fait que dans le passé, c'est Israël qui fournissait à Gaza l'électricité, l'eau, les matériaux et enfin la majorité des produits dont les Gazaouis avaient besoin pour faire fonctionner leur économie. Dès qu'ils ont été attaqués, les Israéliens ont coupé tout approvisionnement à Gaza, ce qui a créé une énorme pénurie et qui a encouragé la population à se déplacer vers le sud, surtout après que les Israéliens leur aient recommandé de le faire. Cela, quand ça a été fait, ils se sont mis à détruire systématiquement avec des bombes toutes les infrastructures de Gaza, c'est-à-dire les égouts, les aqueducs, les réseaux électriques, les panneaux solaires, les maisons, etc. Et quand ils ne détruisaient pas les maisons elles-mêmes, ils détruisaient les fondations de l'édifice pour obliger leurs propriétaires à démolir l'édifice en question avant de le reconstruire, ce qui bien sûr augmenterait énormément le coût dans le cas d'un retour des réfugiés. C'est la première fois dans l'histoire qu'on assiste à un combat urbain qui est peu meurtrier pour les attaquants. Comment est-ce qu'Israël a réussi ce tour de force? Eh bien, Israël l'a réussi en contrôlant tout l'espace aérien de façon très précise au-dessus de Gaza, en utilisant des satellites, des avions de reconnaissance et surtout des drones qui permettent de voir tout ce qui se passe autour d'un tank, autour d'une unité israélienne, de façon à tuer tous ceux qui pourraient vouloir l'attaquer. À ça s'ajoute le fait que les Israéliens possèdent les meilleures armes produites par l'industrie américaine, notamment dans le domaine de l'aviation. Les Israéliens ont également pris les leçons de la guerre en Ukraine en se dotant de drones qui permettent pour quelques centaines de dollars de détruire des infrastructures ou des tanks qui peuvent en valoir des millions de dollars. Les Juifs ont également développé le système de Iron Dome, qui est un système d'intercepteur de missiles avec d'autres missiles, qui est assez performant pour bloquer la majorité des attaques contre le territoire israélien lui-même. Il y a également la tactique utilisée par les soldats israéliens qui, plutôt que de passer par les rues où ils se feraient canarder par des ennemis cachés dans les ruines ou sur les toits, ils préfèrent passer par les murs. C'est-à-dire que quand il y a un alignement de maisons dans une rue, ils détruisent les murs et ils passent par les murs puis ils nettoient tout ce qui est devant eux avec des grenades, enfin avec des systèmes comme ça. Ce sont les tanks qui passent par les rues. Or, les tanks israéliens sont des tanks destinés à protéger les occupants et ce sont des tanks extrêmement lourds de la marque Merkava, des tanks de 60 tonnes, des fois plus 65 tonnes. Ces tanks-là sont lourds pour protéger leurs occupants. Ils ne sont pas destinés à aller très loin parce qu'Israël se bat toujours
près de ses frontières, c'est-à-dire au Liban, au Golan, dans la Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Alors ces tanks-là sont très lourds, ils ont un blindage très épais et incliné. La raison pour laquelle c'est important un blindage incliné, d'abord parce que ça fait rebondir les obus, et deuxièmement parce que ça augmente artificiellement l'épaisseur de blindage qu'il faut percer pour détruire l'intérieur du tank. Les tanks Merkava en question, ils ont été construits avec le moteur à l'avant, de façon à protéger les occupants qui sont situés à l'arrière du tank. Et les tourelles sont placées également à l'arrière du tank, de façon à encore augmenter la protection des occupants du tank. Enfin, pour sortir du tank, on sort par une porte qui est à l'arrière, de façon à ce que les gars ne sortent pas par la tourelle pour se faire canarder par ceux qui attendent qu'ils sortent, justement. Enfin, les tanks en question sont bourrés d'électronique, ce qui permet par exemple à un soldat, un occupant qui est dans le tank, de faire pivoter une mitrailleuse avec sa tête en utilisant des lunettes spéciales qui permettent de voir tout ce qui se passe autour du tank et de tuer ceux qui pourraient vouloir l'attaquer. Enfin, les Israéliens ont pris une leçon de la guerre en Ukraine. Ils ont développé des espèces très simples, des toits qu'ils mettent par-dessus leur tank. Et si un drone passe par-dessus le tank et laisse tomber une bombe, ça tombe sur le toit explose, mais pas le tank. Alors c'est un système très simple, mais très efficace. Bien sûr, il y a le problème des tunnels. Hamas aurait construit plus de 500 km de tunnels, et c'est très difficile de les repérer et de les détruire. Ce que les Israéliens font, ils utilisent ce qui s'appelle des bombes bunker buster, qui n'explosent pas à la surface, mais qui ont un temps de délai qui explose à 20 ou 30 mètres sous la surface de la Terre. Ce qui permet, quand vous faites sauter un tunnel avec un bunker buster, ça crée un effet, une onde de choc qui fait sortir de la fumée par toutes les entrées secondaires du tunnel. Alors, ça permet de repérer où sont les entrées du tunnel. Il y a d'autres méthodes pour repérer les entrées de tunnel. Les Israéliens utilisent par exemple des chiens d'attaque et également des chiens renifleurs, comme ceux qu'on voit quand il y a des tremblements de terre et qui repèrent les survivants par l'odeur de l'haleine et de la sueur humaine. Alors, c'est comme ça que les Israéliens arrivent à repérer beaucoup des terroristes du Hamas et de tunnels d'aération. Quand il s'agit d'entrer dans les tunnels, eh bien, les Israéliens utilisent, comme l'électricité a été coupée et que les tunnels sont peu ou mal éclairés, alors les Israéliens peuvent utiliser des lunettes de vision de nuit. Ils utilisent également des robots qu'ils font avancer dans les tunnels devant eux, ce qui permet d'éviter toute embuscade très longtemps à l'avance. Il y a d'autres possibilités qui existeraient pour conquérir les fameux tunnels. Ils pourraient utiliser des lance-flammes ou des gaz, comme à la Première Guerre mondiale, des gaz lourds qui restent au sol et qui empoisonnent les gens. Mais ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Ce qu'ils font par contre, les Israéliens avec beaucoup de succès, c'est qu'ils noient les tunnels avec de l'eau de mer qui vient de la mer Méditerranée qui est juste à côté, ou avec de l'eau d'égout. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent les tunnels inhabitables, où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière ou de climatisation, et ce qui fait que les gens se retrouvent avec les pieds dans l'eau, dans un tunnel qui est humide, où il y a des rats, des saletés et beaucoup de bactéries. Alors ça a des avantages secondaires de noyer les tunnels avec de l'eau de mer et de l'eau d'égout, c'est que quand vous faites ça, vous augmentez la salinité de l'eau des nappes phréatiques et vous rendez les terres de Gaza presque inutilisables. De plus, ça permet de détruire de façon permanente des milliards de dollars d'investissement qu'a fait Hamas pour installer ces 500 km de tunnels. Évidemment, il y a toujours le danger, quand vous noyez des tunnels comme ça, de blesser ou de tuer des otages qu'a pris Hamas et qui sont cachés dans les tunnels, dit-on. Évidemment, les Israéliens essaient de combler ça en offrant de bonnes récompenses à quiconque leur dirait où sont cachés les otages, mais jusqu'à maintenant, apparemment, ces récompenses-là n'ont pas fonctionné. Pour faire
un résumé de tout ça. On va dire qu'Israël a gagné la guerre contre le Hamas en utilisant beaucoup de technologies. Ceci me permet de faire des remarques importantes sur les guerres de l'avenir. Les guerres de l'avenir vont être des guerres qui vont utiliser de moins en moins des armes coûteuses et massives, comme des porte-avions par exemple, ou des gros tanks, des flottes de tanks, qui coûtent très cher à approvisionner en essence, à tout ce qu'on veut, qui sont très fragiles. C'est très facile de détruire un porte-avions de nos jours avec les armes disponibles. Alors ça va être de moins en moins avec des armes qui contiennent beaucoup d'énergie et beaucoup de matière et peu d'énergie, pour plutôt utiliser des armes qui sont de peu de matière et beaucoup d'énergie. Alors par exemple des bombes atomiques, bien sûr. Vous avez les lasers qui permettent de détruire, pour 2 $, ça permet de détruire un avion qui en vaut des millions. Vous avez des drones qui permettent de détruire un tank qui vaut des millions pour quelques centaines de dollars. Vous allez avoir il y a également beaucoup de travail qui se fait sur les gaz, sur les bactéries, comme on vient de le voir pour les tunnels du Hamas. Il y a également beaucoup de robots qui sont présentement développés, des robots simples qui ne coûtent pas cher et qui sont très efficaces. Notamment, il y a des recherches qui se font sur de minuscules robots volants de la taille d'une guêpe qui permettraient d'aller dans les ruines, de repérer des ennemis et de les tuer par injection. Alors ça, c'est l'avenir des guerres. Ça ne se fera, il va encore y avoir des porte-avions, des choses comme ça, et ça va être pour envahir des pays, mais il va y en avoir beaucoup moins qu'aujourd'hui, beaucoup moins d'investissements faits dans ce sens-là. Que se passera-t-il après la guerre contre le Hamas à Gaza? Eh bien, la vaste majorité des Gazaouis vont être obligés d'émigrer étant donné que tout aurait été détruit. C'est d'autant plus vrai que, compte tenu de l'immense crise économique qui commence, il n'y aura bientôt plus assez d'argent, ni en Occident, ni dans les pays musulmans, pour rebâtir Gaza. De son côté, le gouvernement israélien va se lancer dans la campagne d'assassinat ciblé des chefs du Hamas qu'il nous a promise, en se servant de ses services secrets qui sont parmi les meilleurs au monde. À moyen terme, les dirigeants israéliens sont certains que le temps va panser bien des blessures et qu'ils vont pouvoir facilement récupérer leur situation internationale qui était la leur avant l'attaque du Hamas. De ce point de vue-là, l'histoire leur donne raison. À long terme, cependant, il est clair que la situation moyen-orientale ne peut pas durer un siècle et encore moins un millénaire, notamment à cause de la prolifération nucléaire. De nos jours, une dizaine de pays possèdent ou sont sur le point de posséder la bombe atomique et très rapidement, ce nombre devra augmenter à 15 ou 20, compte tenu du niveau technologique actuel sur la planète. Israël fait partie de ces 10 pays-là et Israël fabrique des bombes atomiques depuis des décennies à son réacteur nucléaire de Dimona en Israël. Et selon les estimations qui sont assez variées, ils auraient entre 80 et 400 bombes atomiques et au moins 5 sous-marins capables de les transporter jusqu'au fin fond du monde musulman. Autrement dit, depuis Israël est un des rares pays avec la Suède et la Suisse à posséder des abris anti-nucléaires pour la totalité de sa population. Tout ça, ça veut dire que jamais un pays normalement constitué va oser attaquer le territoire israélien avec des bombes atomiques parce que les Israéliens répondraient avec le plus jamais, ils répondraient automatiquement et détruiraient leur pays. Ce serait un suicide national. Ce qui est beaucoup plus probable et certain à mon avis, surtout à long terme, c'est qu'avec la prolifération nucléaire, un terroriste va finir par mettre la main sur une bombe atomique et va la faire exploser sur Tel Aviv, ce qui va automatiquement amener la mise en action du plan raisonné, décidé depuis très longtemps par Israël. Israël va répondre à cette bombe sur Tel Aviv en détruisant les pays les plus dangereux pour Israël. Et là, évidemment, va commencer l'inévitable. Il y a tellement de haine dans ce débat-là, dans ce conflit-là, que ça va être la montée aux extrêmes typique d'une guerre, et le Moyen-Orient va avoir été détruit. Dans cette guerre-là, qui s'en vient, qui me semble à moi inévitable, compte tenu
de la situation émotionnelle de cette région. Pour tuer 2 ou 3 millions de Juifs d'Israël, le Moyen-Orient aurait été détruit avec 200 ou peut-être 300 millions de ses résidents. Pour ce qui est des Juifs survivants qui sortiront des abris anti-atomiques, la solution est simple, ils vont repartir dans la diaspora, c'est-à-dire en Europe, dans les 3 Amériques. Et comme il s'agit d'un peuple indestructible, on peut s'attendre à ce qu'à long terme, dans 1000 ans ou dans 2000 ans, quand le niveau de radiation du Moyen-Orient et d'Israël aura rebaissé à des niveaux tolérables, ils vont vouloir et ils vont revenir parce que c'est dans leur culture, dans leur religion et presque dans leur gène. Malheureusement. Si vous avez aimé la présente vidéo, mettez un pouce en l'air, recommandez cette vidéo à vos amis et devenez membre, abonné à ma chaîne de vidéos. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.